Schémaplique, alors, ça existe effectivement depuis maintenant presque 30 ans, donc on fêtera les 30 ans l'année prochaine. Il y a eu plusieurs versions, donc vous avez un peu une frise là qui vous montre toutes les versions qu'il y a eu. Ce qui est important, c'est ce qui est en barre à droite, ce sont les deux dernières versions qui sont actuellement supportées, donc la version 7.7 qui est sortie en 2023 et la version 8 dont on va vous présenter les nouveautés qui est sortie l'année dernière. Voilà. Donc peut-être certains d'entre vous ont déjà utilisé l'outil des versions peut-être plus anciennes du logiciel. Vous allez pouvoir du coup en apprécier les évolutions. Voilà, les principales fonctionnalités pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, c'est vraiment conception et simulation de schémas électriques sur un nombre de folios donc, qui aujourd'hui n'est pas limité. Alors bon, ça c'est dans la théorie, hein. Dans la pratique, c'est vrai que dès qu'on commence à avoir des schémas à plus de 50 ou 60 folios en simulation, il peut y avoir des ralentissements en fonction de la puissance machine. Voilà, en termes de prise en main de l'outil, c'est assez simple parce que l'ergonomie est quand même calquée sur les bandeaux d'icônes de type Microsoft Office avec des systèmes de panneaux, de fenêtres qui sont déplaçables à l'écran. Donc là, on est assez vite mis dans le bain en termes d'ergonomie. La création de schémas se fait de manière très intuitive parce qu'on va simplement déplacer par clic et glisser en fait les composants de la bibliothèque directement sur le folio et de la même manière tirer des câbles simplement avec la souris pour je dirais câbler les composants et compléter le schéma. Voilà. Une des grosses nouveautés qui était apparue il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, c'était la simulation analogique, donc qui permet en fait par l'intermédiaire du réglage des propriétés de composants, donc la puissance, l'intensité, les cos-phi, etc., de pouvoir avoir dans le schéma un calcul en temps réel des courants et des puissances, et de pouvoir également afficher le comportement des composants en simulation via le chronogramme, par exemple. Voilà, donc on peut imprimer tous les schémas qui sont faits. On a mis en place également un lien avec la base de données Legrand, qui nous permet en fait d'afficher les fiches constructeurs, les caractéristiques des composants et les photos en haute définition tirées de la bibliothèque Legrand. Donc ça, c'est une petite option en plus, mais qui permet d'avoir sur les composants filaires et les composants tableau ces caractéristiques complémentaires et aider finalement les utilisateurs dans le choix de quels composants ils vont devoir implémenter une fois qu'ils auront validé le schéma. Voilà. Et dans un objectif un peu plus pédagogique, il y a la possibilité donc d'utiliser un certain nombre d'exercices qui sont mis à disposition dans Schémaplique, mais également de créer ses propres exercices, de les intégrer dans la bibliothèque d'exercices pour qu'ils soient ensuite réalisés par les utilisateurs. Voilà. Ça, ce sont les fonctionnalités, je dirais, de base que l'on va proposer. Ensuite, donc les bibliothèques de composants, elles sont découpées, je dirais, en plusieurs options. Donc on a d'abord la bibliothèque électrique qui est vendue, je dirais, avec la version de base Schémaplique, où il y a 882 composants, dont un certain nombre qui sont simulables, d'autres non, hein, mais la plus, je dirais, normalement, vous trouverez votre bonheur dedans. On a les bibliothèques tableaux, donc résidentielles et triphasées, qui sont entièrement simulables. La bibliothèque qu'on appelle énergétique, qui est constituée de composants frigorifiques et thermiques, et la bibliothèque pneumatique de composants pneumatiques et hydrauliques. Voilà. C'est juste à noter que la bibliothèque énergétique, donc avec frigorifique et thermique, ce ne sont pas des composants simulables, parce que la simulation en énergétique, c'est vraiment un domaine très spécifique auquel on ne sait pas attaquer. Vous avez également un éditeur de composants qui va permettre de créer vos propres composants ou de modifier des composants existants dans les bibliothèques. Donc, alors cet éditeur, il est relativement basique, donc il va convenir pour faire des petits ajustements, on va dire mineurs sur des composants ou la création de composants simples. À partir du moment où vous êtes client chez Maplique, vous pouvez bénéficier d'un service gratuit de création de composants sur mesure. Donc plutôt que, je dirais, d'intégrer en masse des quantités astronomiques de composants tous les 100 qui vont pas forcément être utiles pour les utilisateurs, on a préféré dire, s'il y a un composant qui vous manque, demandez-le nous, envoyez-nous une fiche descriptive du composant et de son comportement en simulation, et nous on l'intègre. Alors, on l'intègre de base en version non simulable, et si on peut le simuler, on le rendra simulable de la même manière. Voilà, ce qui vous permet de faire évoluer l'outil en fonction de vos besoins et avec les composants qui vous manquent, je dirais, sur mesure. Voilà. Les nouveautés de la version 8. Donc, on a mis en place quelque chose qui était attendu depuis longtemps, c'est la possibilité d'intégrer des modules logiques programmables dans les bibliothèques électriques filaires et dans les bibliothèques tableau,
et de pouvoir programmer et simuler le comportement du module logique en utilisant du graph7. Voilà, donc Henri vous montrera comment ça fonctionne. On va glisser simplement les étapes de graph7 pour pouvoir ensuite dérouler l'ensemble du programme et voir le comportement du module en fonction du graph7. On a également donc ajouté des nouveaux blocs d'éclairage de sécurité, des nouveaux composants effectivement sur différentes bibliothèques, la possibilité de câbler sur plusieurs couches parce que depuis qu'on a intégré les bibliothèques Tableau, on a des composants qui sont multicouches. Donc avec bien sûr la couche principale qui est gérée sur le dessus, et après on redescend pour avoir les couches inférieures des composants. Et là maintenant, aujourd'hui, on peut aller directement câbler une couche inférieure sans avoir besoin de ramener le composant au premier plan, ce qui était un petit peu fastidieux dans les versions précédentes. Voilà. Une des nouveautés aussi, c'est la gestion des clés de licence. Donc aujourd'hui, l'ensemble des clés de licence sont activées via un serveur d'activation dans le cloud que l'on héberge, ce qui permet de ne plus avoir besoin de maintenir un serveur de licence au sein des établissements ou des sociétés. Et de cette manière-là, ça permet aussi une utilisation, on va dire, hors les murs du logiciel. Donc si un établissement ou un groupement d'établissements va acquérir un certain volume de licences, ben, l'ensemble des utilisateurs qui auront cette clé de licence installée pourront se connecter au serveur qui est hébergé dans le cloud et lancer leur instance de Schemaplic sur cette licence-là. Donc on s'adapte un petit peu aux usages plus mobiles des utilisateurs. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous présenter rapidement. Bon, là, on a le schéma illustratif de ces nouvelles versions des licences. Ce que je vous propose, c'est de passer maintenant directement à la présentation. N'hésitez pas à poser des questions dans la conversation. Soit je pourrais vous mettre une réponse directement, soit on traitera la réponse à l'oral. Et bien entendu, si jamais on n'a pas le temps de traiter toutes les questions, on prendra un moment à la fin du webinaire pour répondre à tout ça et M. Bernardi vous les transmettra par mail. Voilà. Henri, je te laisse la main. Bon, bonjour. Bon, je partage l'écran donc. Voilà. Je pense que tout le monde voit l'écran principal de Schemaplic. C'est bon. On va commencer par. Bon. OK. Parfait. Donc, si vous avez des questions en cours comme on disait, vous chattez, peut-être pas à l'oral, peut-être il vaut mieux fermer le micro, mais vous pouvez chatter et puis si je peux y répondre immédiatement, j'y réponds immédiatement. J'aime bien qu'il y ait des allers-retours pendant les présentations. Merci. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Schemaplic, rapidement, je vais faire un petit schéma. Ensuite, on ira sur les questions de sécurité électrique, puis ensuite, on verra du graph7, des composants liés au solaire, et puis des surprises à la fin, peut-être chargement de voiture électrique et lampadaire. Voilà, donc je commence. Électrique, donc comment ça se passe? Vous avez un menu ici à gauche, avec les composants. Donc avec un petit moteur de recherche, si vous voulez rapidement trouver un composant, moi je vais implanter une première source. Donc source de phase plus neutre. Voilà. Ensuite je vais implanter une lampe, une lumière. Voilà. On va faire juste un simple allumage assez rapide pour montrer les principales fonctionnalités. Donc on va protéger. Donc je rajoute une protection, je rajoute un disjoncteur uni plus neutre, je vais le faire tourner à ici. J'aime bien l'avoir comme ceci. Ensuite, alors là, ce qui se passe, c'est qu'il est en attente de référence Legrand. Quand il y a une référence Legrand, il va la chercher automatiquement ici. Par exemple, je suis sur le disjoncteur et j'ai ces caractéristiques qui s'affichent ici. Et puis, je vois tout de suite que j'ai déjà une proposition de référence. En fait, j'ai 8 propositions. Voilà, par exemple, je choisis celui-là. On voit à gauche de sa photo depuis le site Legrand est apparu ici. Et puis, je peux avoir les documentations aussi qui peuvent apparaître. Il faut que tu affiches le panneau des données constructeurs en bas à gauche. Voilà. Ici, j'avais simplifié pour que ça aille plus vite. Voilà, ici, donc,
ben, j'ai la photo. Si je veux la récupérer, la photo, ben, je clique dessus. Voilà ma photo. Voilà. Si je veux la doc, la fiche technique, voilà. Donc c'est pratique. On a immédiatement les données constructeurs nécessaires si on a envie de voir la fiche. Voilà, donc là j'arrête avec ça, puis si on voit les réglages à droite et des propriétés, là ici j'ai un 16 ampères. Je peux modifier, par exemple on va mettre un 10 ampères, je saisis, je valide, et voilà. Et si je reclique, on voit bien qu'on est sur 10 ampères avec réglage des courbes si on a envie, les disjoncteurs, etc. Passons à l'édition, donc ben, je vais rajouter un interrupteur. Je vais le mettre dans le sens qui me semble bon. Voilà, et puis je n'ai plus qu'à câbler. Alors câbler, toujours pareil, chez Mapic, il suffit de survoler la connexion et automatiquement on passe en mode implantation de conducteurs. Il n'y a pas besoin d'aller dans des menus pour changer édition de composants, édition de conducteurs, peu importe. Tout se fait intuitivement. Voilà. Et on va terminer le schéma. Voilà, je n'ai rentré aucune, enfin, à part la modification du calibre du disjoncteur, je n'ai fait aucune saisie, et on n'a fait que poser des composants et câbler. Donc la simulation, pour ceux qui le voient pour la première fois, donc ici, je passe en simulation, les conducteurs se colorent en fonction du potentiel. Voilà, on voit le potentiel. Et donc, si j'appuie sur l'interrupteur, voilà. Alors, le plus, c'est qu'on peut faire aussi des mesures. Donc, ben, je vais rajouter un paramètre, mesure. Les composants en rouge dans la bibliothèque sont les composants simulables et ceux en noir sont ceux qui ne sont pas simulables. Et vous pouvez filtrer avec des petites cases à cocher pour dire bah, je ne veux que les composants simulables, par exemple. Voilà, là j'ai sélectionné que les composants simulables ils apparaissent en rouge comme précédemment. Donc, si je passe, j'ai passé un paramètre, ben voilà, je passe en simulation et puis je vois l'intensité demandée qui traverse le conducteur qui est à l'intérieur. Bon, on va essayer de peut-être de faire un court-circuit pour voir comment ça se passe. Allez, on fait un court-circuit. Je relie après l'interrupteur. Comme je veux, là j'ai choisi cette version-là. Voilà, donc mon court-circuit. Vous voyez que j'ai raccourci fortement les circuits. Rien ne se passe évidemment, l'interrupteur est ouvert. Court-circuit. Voilà. Il m'indiquait un court-circuit. Je continue et il me dit court-circuit, le disjoncteur Q1 s'ouvre instantanément. Voilà, mon circuit est protégé. Bon, on va essayer la surcharge. Tant qu'on y est, surcharge forte et faible. Donc je vais rajouter pour cela peut-être un autre récepteur. Donc celui-là, hop, on verra d'autres plus tard, mais on va prendre l'histoire tout simple. Bon, je vais y mettre combien? Allez, bon, 1000 watts pour le début, on n'aura pas de surcharge. Hop, on y va. Et bien oui, je vois que j'ai rajouté 1000 watts, hein, donc je vois bien, 478 ampères. Bon, je suis toujours en dessous de mes 10 ampères. Donc on va passer à 3000 watts. Donc là, une surcharge pour un 10 ampères. Hein. Et donc, il me propose, il me dit surcharge. Le disjoncteur Q1 devrait s'ouvrir entre 56 et 213 secondes. L'écart entre les deux courbes, à froid et à chaud des VLAN de mon disjoncteur. Voilà, donc on va peut-être faire une forte surcharge. Pour une forte surcharge, il suffit que je augmente la puissance. Voilà, on va mettre 10 kW. 10 kW. Voilà, un disjoncteur. Ah non, je suis toujours sur le thermique. Allez, on va augmenter encore. On peut changer la courbe aussi, mais je vais juste augmenter la puissance.
Allez, c'est parti. Forte surcharge, voilà. Le disjoncteur s'ouvre instantanément. Voilà, on peut aussi mesurer la puissance. Alors, on va rajouter un wattmètre. Où est-ce que je le mets? Je vais le mettre ici. Le conducteur, je vais dans mesure. Je prends le wattmètre. Voilà. Circuit intensité. Je finis ici le circuit intensité, puis le circuit tension. Et ici, je vais chercher le neutre. J'arrange mes conducteurs pour que ce soit joli tout ça. Voilà. Et c'est parti. Bon, j'ai toujours une forte surcharge. Je vais la lever peut-être. Mais on a vu s'afficher la puissance. Je vais quand même mettre une puissance raisonnable pour mon circuit. Voilà, 1097 watts, 7, 995 watts ici, 99 watts, c'est ça. J'ai pu mesurer ma puissance. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire en édition simple de schéma. Je vais vous montrer maintenant plusieurs schémas et modifier. Petit schéma, un schéma qui reprend ses composants sauf la mesure. Pour le simple allumage, même version tableau. Vous fermez, oui, non, je ne peux pas enregistrer. Je vais ouvrir. Et donc là, je vais prendre tableau. Voilà. Là, ici, on voit le fond d'un tableau. Je vais pousser un peu propriété pour qu'on y voit un peu mieux. Je dézoome. Et là, donc, j'ai fait une petite installation IRL. Un disjoncteur, tableau. Donc là, on voit qu'on a quand même la vue d'un disjoncteur en composant. Se rapproche de la réalité. Je peux évidemment changer la propriété. Par exemple, ici, on remet un 10. Voilà, et on voit que l'affichage suit ici. Allez, on va faire la démo de simulation, sera plus tout de suite. Donc on voit que les conducteurs évidemment changent d'aspect, ils sont en version tableau. Je rajouterai un peu peut-être quelques heures tout à l'heure pour voir comment ça fonctionne l'édition, mais il n'y a rien de compliqué non plus. Voilà, on passe en simulation, les coffrets dans les différentes couches, on les voit maintenant. On voit que le coffret s'est fermé. Je ferme le disjoncteur, j'actionne l'interrupteur. Voilà, alors je peux agir sur la transparence des capots ici, et on peut voir donc ce qui se passe dessous, comme si on ouvrait les capots. Voilà. Alors tant que j'y suis, je l'ai fait tout à l'heure, je vais vous montrer juste un autre schéma qui permet aussi de parler des nouveautés. Ouvrir, et là on va faire avec la même chose, mais avec un bloc de sécurité. Donc nouveauté, les blocs de sécurité, et les boîtes, on voit une boîte dessous là. Donc, hop, voilà. Les boîtes avec ici la sortie de câble, et ici donc un départ, c'est-à-dire qu'il y a un départ, le même départ que tout à l'heure, et puis ici j'ai rajouté un départ qui permet de mettre comme un tube IRL et qui ressort ici dans ma boîte. Voilà. Et puis là on peut voir la nouveauté, donc ici les blocs de sécurité, la marche, voilà. Ici tout fonctionne. Coupure du disjoncteur général ou d'éclairage. Et voilà, je passe en éclairage de sécurité. Et puis je peux, avec le bloc télécommande, arrêter. Et puis dès que je vais remettre sous tension,
Mon bloc va se remettre à fonctionner en veille. Et maintenant, peut continuer à fonctionner. Ici, je peux changer l'étiquette. Voilà. Et puis, voilà. Et maintenant, quand je vais simuler, j'ai changé l'étiquette sur un bloc secours. Voilà pour ça. Voilà un peu globalement. Bon, là, qu'on ressemble la version tableau. Ce sont les mêmes composants, bon, qui existent aussi, bloc sécurité existe aussi en bibliothèque classique. Et voilà, c'est les mêmes composants. On peut d'ailleurs mélanger les composants classiques et les composants tableau. On peut tout faire en fait, c'est la même chose. On n'a pas à changer de fenêtre pour intégrer des composants tableau ou classique. Quelle heure est-il? 11h28. Donc on va passer à la petite démo côté sécurité et schéma des interne. Alors je ferme. Pas de questions, Olivier? Non, non, pas encore. Ok. C'est très clair. Bon, oui, c'est bien. Donc D'habitude. là, je vais ouvrir une trame de schéma que j'ai préparé. Alors, ici, donc, voilà. Donc ici, j'ai implanté les composants pour pas qu'on perde de temps et aller chercher à la bibliothèque. Ils sont prêts, j'ai rajouté du texte aussi. Donc ici, un transformateur de livraison, tri, qui est donc la source. Je vois le point neutre ici, que j'ai déjà connecté. J'ai rajouté un différentiel qui représente donc le disjoncteur de branchement. Alors on peut ici changer la sensibilité du disjoncteur différentiel. Ici donc 0,3 A à 300 milli. On peut aussi rajouter du temps pour le rendre sélectif, temps de réaction. Voilà, donc on va faire toucher ce bravo pour voir ce qui se passe. Alors on y va, donc il a les pieds au sol. Et pourquoi c'est important les pieds au sol? Parce qu'en fait, le sol est relié au niveau du poste à la terre, par la prise de terre donc du neutre. On peut régler la résistance de prise de terre du neutre. Là ici j'ai mis 30 ohms. Voilà. Et on est là. Bon, on va faire toucher la personne et voir ce qui se passe. Donc voilà, 300 milli en tête. On résume un peu. On y va. On met sous tension. Et là, le bonhomme, on clique sur sa main. Il vient toucher. Et là, on voit que le pauvre, il est en des grosses difficultés. Danger pour lui. Donc, voilà. Le courant le traverse et avec une intensité évidemment supérieure à 30 milli. Ça va pas du tout. Et donc ici, il faut protéger l'utilisateur contre ce genre de soucis. Alors évidemment, le meilleur moyen, vous savez, c'est isoler. On le voit du côté électrique. Donc on va mettre un différentiel 30 milli et voir si c'est suffisant, et si ça fonctionne. Donc ici, un 30 milli, donc 0,03 ampères, on le devine ici. Je branche le neutre, la phase en amont, si je ne rentre pas la borne. Voilà. Ici, on va lui faire toucher ce conducteur-là. Et voilà. Contact direct, ça s'appelle. Donc, on y va. Contact direct. Est-ce que je suis protégé ou pas? L'interrupteur différentiel s'ouvre instantanément, oui, puisque 112 mA, j'ai dépassé largement la sensibilité, fait la valeur, la moitié de la sensibilité, donc tout va bien. Oui, mais c'est pas parfait pour autant. Par exemple, si j'ai un double contact, phase neutre, alors ici, par exemple, le neutre, on ne peut pas le faire toucher la main, mais on peut faire toucher le pied, ça revient au même. Que se passe-t-il si j'ai un double contact phase neutre? Danger, toujours en danger, hein. Mais là, pas de réaction différentielle. Voilà, oui, le différentiel ne voit plus de différence.
l'intensité prend le plus court chemin, passe par là, par là, revient là. Plus de différence, donc le différentiel entre milli, c'est pas garanti à 100% contre les contacts directs. Donc la meilleure des solutions étant évidemment d'isoler parfaitement nos circuits pour éviter ces contacts directs. Mais voilà en quoi le logiciel peut vous permettre de montrer ça. Très difficile à montrer au tableau, ce genre de choses. Alors, maintenant, on va passer au contact indirect. Passe. Schéma TT, toujours. Ah, je n'ai pas monté la tension de contact. Bon, la tension de contact, on le montera sur l'autre. Alors, ouvrir. TT direct. Donc, celui-là, c'est fait. Indirect. Alors, maintenant, on retrouve notre bonhomme. Toujours notre poste. Bon, là, notre disjoncteur de branchement, parce que lui, il suffit maintenant pour détecter les défauts d'isolement. Et puis ici, donc, on a la résistance RA de terre. On va aller régler sur 60 ohms. On a un paramètre pour voir ce qui se passe dans le connecteur de protection. Ben là, tiens, je vais mettre, donc, je vais brancher toujours le disjoncteur différentiel au neutre. Là, c'est le disjoncteur de branchement. Je vais raccorder mon récepteur, celui dans lequel il va y avoir le défaut d'isolement. Ici, je vais rajouter la résistance d'isolement, et donc qui est raccordée d'un côté à la masse. Donc, je vais raccorder ici, je vais mettre mon PE. Dans le PE, ben, tiens, vous allez voir ce que ça donne le connecteur tableau. Comment on fait pour transformer ça en connecteur tableau. On clique ici, tableau. Ici, je vais choisir la couleur et il devrait passer en vert jaune. Voilà. Voilà notre PE. Donc, vous voyez qu'on peut mélanger à la fois des composants tableau, des composants classiques pour rendre le schéma plus parlant. Ici, ben, il faut que je raccorde ma masse quand même. Voilà. Raccordement de la masse au PE pour que la personne, on va lui faire toucher maintenant pas la phase, mais la masse de l'appareil. Ici, je mets le volumètre pour mesurer la tension de contact qui peut intervenir. Ici, la tension entre masse et le sol. Ben, je crois qu'on est prêt. Alors, on y va. Alors, non, je ne suis pas prêt, je n'ai pas fait le défaut d'isolement. Hop, je raccorde, je regarde la résistance d'isolement, et ici, j'ai 500 kg, donc théoriquement, pas de défaut d'isolement. Mon installation est correcte. Voilà, donc je vois, j'ai 0 volt de tension de contact, donc personne ne peut toucher tant qu'elle veut. Bien qu'elle soit au potentiel du neutre, il n'y a pas de différence de potentiel puisque la résistance d'isolement est suffisante. Alors évidemment, maintenant, défaut d'isolement. Pour faire un défaut d'isolement, je vais changer ça, je vais mettre par exemple 500 ohms. Voilà, un gros défaut. Alors je vérifie si j'ai donc le défaut, c'est ça. Et on y va. Donc je ferme le disjoncteur de branchement. Et là, de suite, voilà, le disjoncteur a détecté donc une différence, puisque cette différence, on voit qu'elle apparaît, elle est passée, il y a une partie de l'intensité qui est passée dans la terre, et remontée jusqu'au neutre par la résistance du neutre, ici, on voit la boucle, ici, voilà, donc là, je suis bien en sécurité. Je n'avais pas une tension dangereuse, elle était inférieure à 50 volts, mais j'ai déjà détecté le défaut d'isolement, donc je n'aurai jamais de tension dangereuse dans ce cas-là. Le disjoncteur s'ouvre. Voilà. Bon, tant qu'on y est, qu'en est-il si j'oublie de raccorder le PE à ma masse? Alors, je ne vais pas le débrancher, je vais juste ouvrir la barrette de connexion du PE, qui est ici. On y va. Alors, j'étais en simulation, j'ai coupé la simulation, pourquoi? Je ne sais pas. On y va. Et là, ok, je suis le cas précédent, j'ouvre la barrette, je ferme le disjoncteur de branchement, et là, plus rien ne se passe, évidemment, il n'y a plus de différence. De là, la personne est en danger. Voilà. Donc, de l'importance de raccorder toujours le vert jaune des masses métalliques à une bonne prise de terre. Je peux aussi changer la valeur de la résistance de terre et montrer aussi les limites
et pourquoi on a choisi 100 ohms, qui est une valeur largement suffisante pour une prise de terre. Voilà, ça c'est la version d'explication qu'on peut montrer aux élèves. On peut s'insérer pour faire un cours, donc le schéma PIC, c'est un souci. Donc maintenant je vais montrer le même schéma mais grâce à un tableau. Alors version tableau de indirect. Voilà. Donc disjoncteur de branchement, on le voit, il ressemble à un disjoncteur de branchement. La résistance du neutre en haut à gauche avec son piquet. Ici la barrette de terre, un ampéramètre. Et là, bon, on a changé de personnage, une dame avec une machine à laver. Ça pourrait être un bonhomme avec une machine à laver, mais bon. Et ici, la résistance d'isolement. C'est tout le même, tout à fait, c'est exactement le même schéma, hein, une inversion de tableau. Mais on se rend compte que la difficulté là ici, pour comprendre, c'est plus complexe. Hein, parce qu'on est on se rapproche de la réalité par rapport au schéma précédent. Donc, on met en route. Alors, il y a toujours le bouton test ici. Si j'ai envie de tester mon disjoncteur, ici, j'ai le bouton de test. Je vais zoomer peut-être parce qu'on ne voit rien. Voilà. Voilà. Et donc ici, alors, je ne sais pas si j'ai un défaut. On va voir de suite. Hop. Ben non, il n'y a pas de défaut. Pas de problème. Attention. On voit aussi qu'on a un appareil, il y a des pointes de touche si on a envie de faire des mesures de dépannage. Ici, on va faire le défaut. On va faire le même, on va pas se compliquer la vie. Voilà. Et c'est parti. De la barre était fermée, tout va bien. Alors, il n'a pas pris le défaut. Si. Peut-être pas mis sous tension. Voilà. J'avais oublié de fermer le deuxième disjoncteur. Donc, on voit le disjoncteur Q2 qui s'ouvre instantanément. Donc, je dépassais mes 150 milli et il éteint sur 2. Et voilà. Et là, pareil, donc si je veux voir ce que ça fait en coupant, en ouvrant la barrette, ben voilà. Voilà. La mise en évidence donc, du schéma TT, contact direct, contact direct. Alors, on peut illustrer comme ceci les trois schémas détonateurs IT, TNE, TNS, TNC. Bon, je vais juste les ouvrir, mais on ne va pas non plus, parce que je vois le temps tourner, et qu'on a encore de choses à voir. Par exemple, schéma IT. Voilà, le schéma IT avec double défaut. Bon, allez, pour le fun, on le fait fonctionner. Premier défaut, donc je me mettrai en récepteur. Premier défaut, on voit ça s'est allumé, le contrôleur permanent d'isolement s'est allumé. Mais l'installation continue à fonctionner, c'est le principe d'unité, vous savez. Et donc, je rajoute un défaut sur une autre phase. Voilà. Et maintenant, il n'y a pas de différentiel. Ce sont donc pour les défauts d'isolement. Il en reste pour les contacts directs, les différentiels. Mais ici, donc, on voit que c'est les disjoncteurs qui s'ouvrent. Voilà. Donc, allez, on va peut-être avancer, mais il y a ici, on a aussi le TN, TNC, etc. Bon, c'est peut-être la question de notre webinaire, si vous le voulez. Ou si vous avez besoin de plus de démonstrations. Je vais ouvrir la nouveauté, le graphe 7. Enfin, je vais commencer. Je vais le construire. Alors, nouveau. Graphe 7. Alors, donc, depuis cette dernière version, est apparu un module logique.
Module logique, le voici. Et on va prendre un. C'est pas celui-là. Pas le dernier. Il est dans Graph 7. Il existait avant, hein, mais il n'était pas simulable. Bon, ça, là, voilà la version simulable. Donc, on va rajouter une protection. Protection. Une source. Allez. On va faire un tourner ça. Voilà. Allez, on va raccorder des entrées. On va mettre des boutons poussoirs pour simuler tout ça. Bouton poussoir. Voilà, on va câbler nos entrées. Allez. Voilà. Et donc ici, je vais décaler un peu. Ce que je dis. Donc, eh bien, le 1 pour le 1, pour ne pas se tromper en simulation tout à l'heure. Voilà, on câble le milieu logique. Voilà, les entrées sont connectées. Maintenant, je vais mettre des lampes en sortie. On verra un schéma plus compliqué après, mais ici pour vous montrer la facilité. Donc, on va prendre le voyant. On va mettre, allez, deux sorties. Le commun. Le mec, il fait une visio pour montrer un truc, il y a son môme derrière qui braille. Ah putain. C'est horrible. Allez. On l'entend brailler. Il va se dire merde, il m'emmerde. Voilà, donc ben, je me suis trompé, voilà, ça c'est le commun. Donc on va chercher le commun sur le neutre. Et là on n'a pas commencé le graph 7, mais ça va arriver, vous allez voir. Voilà, et là je suis prêt à... J'ai câblé mon module logique lui-même. Hein. Alors pour intégrer le graph 7 maintenant, ben, il suffit d'aller chercher les étapes. Alors, étape initiale, alors il suffit de lui dire ben, qu'il est associé à son module. Par défaut il est module 1. On va rajouter deux étapes pour aller plus vite. Voilà. Ici, on veut que cette étape, ben, elle actionne la sortie 1, Q1. Celle-là, on veut qu'elle actionne les deux. Q1. Alors, Q1, pardon. Et Q2. Et voilà. Et donc, on rajoute les transitions. Allez. Voilà. Donc, ici, eh ben, je vais les câbler. Alors, on ne peut pas se tromper. Si on se trompe, il y a un petit panneau rouge qui indique dès qu'on se trompe. Je reboucle. Et là, il me reste à marquer les réceptivités. Donc, je veux démarrer, par exemple, par l'entrée 1. Je veux continuer dérouler mon graph 7 par l'A2. L'A2, alors on va peut-être agrandir ici quand vous allez rien voir. I2 et I3. On voit qu'on peut faire la fonction logique. Voilà. Et là, ici, je vais en sortir par la quatrième. Et 4.
Voilà, alors théoriquement, ça devrait fonctionner. Après, je vais aller plus vite en montrant des schémas déjà compliqués. Voilà. Et voilà, en pas longtemps quand même, j'ai réussi à fabriquer un graph set. Alors, on va voir si, et dans un mode logique, on va voir si ça fonctionne. Donc, on voit il s'est allumé, il a initialisé, c'est-à-dire qu'il s'est mis sur la première étape. On y va. L'étape donc est active, on le voit. La sortie s'est fermée. Là, il nous faut I2 et I3. 2 et 3. Hop, on est passé. Et on reboucle pas. I4. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. On peut faire divergence en nez, en nous, tempo, comme veut. Et s'il y a des fonctions qui vous manquent, eh bien, il faut les demander et on verra si on peut les rajouter. Alors, maintenant, je vais vous montrer un schéma un peu plus compliqué, graph7. Excuse-moi, est-il possible de juste montrer une erreur de câblage pour voir comment elle se simule Oui. rapidement, Oui, oui. sans vouloir te couper? Alors, il faut me donner un exemple parce que par rapport au graph7, vous voulez dire. Oui, par rapport au graph 7. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là comme erreur? Hmm, Plutôt câblage ou plutôt sur le graph7? C'était on peut le le faire câblage des étapes, non? On pourrait faire sur le câblage des étapes, par exemple. Oui. Tu sais, le fait qu'on puisse pas, Henri, aller câbler dans le mauvais sens. Ouais, mais justement, on ne peut pas le faire. Alors, Oui, non, mais on pour essaye. montrer juste la petite Ouais, icône ouais, qui ouais. se met. Mais Voilà. par exemple, si je veux aller de là à là, hop, mais je peux pas. C'est pas cohérent, quoi. On va même pas jusqu'à simulation, quoi. Oui, le Donc, logiciel nous arrête avant, voilà. ce qui est intéressant en soi. Ben, ouais. Ouais, ouais, pédagogiquement, enfin, même pour l'élève, c'est plus facile d'apprendre à les orienter correctement, quoi, les zones. C'est ça, il y a une meilleure compréhension. Ouais, ok. Bon, mais j'espère Je te avoir remercie. répondu. Avec plaisir. Donc, donc, je vais rattraper le schéma un peu plus compliqué, graph 7. Et là, vous verrez un peu comme ça des exemples pneumatiques aussi. Voilà. Alors là, ça c'est la version tableau, c'est le même, hein, c'est le même appareil. Version tableau, donc j'ai mélangé les deux, version tableau, version classique. Donc j'ai câblé 5 entrées, un graph 7 on voit avec des divergences sanguines. Et puis les vérins, bon, on peut la simuler, c'est plus parlant. On y va. Ça mélange également les composants pneumatiques parce qu'il est possible de faire des simulations électropneumatiques. Et Ouais, c'est ce que va vous illustrer Henri également. voilà, c'est un grand intérêt, quoi. Ici. Et on voit les capteurs. On voit les capteurs ici sans contact. Et on voit que celui-là est fermé, effectivement, parce que le vérin, avec son module magnétique ici, ben, le contact ici, l'ILS, a détecté ce module magnétique. Donc on voit que le capteur, position initiale, est actionné. Donc pour avancer, on va faire avancer les deux vérins à la fois, mais un qui va aller plus lentement que l'autre parce que j'ai changé le niveau de pression pour qu'il y en ait un qui avance plus vite que l'autre. Alors on y va. Voilà, mes deux vérins avancent et il faut que les deux boucles aient terminé. Voilà, les deux vérins sont terminés pour repasser à l'étape 0. Voilà, donc on peut faire deux automatismes de ce genre. Voilà, c'est une version qui permet ici mon schéma de voir simplement donc divergence sanguine. On peut tout imaginer. Et on voit que l'affichage ici du module indique quelles sont les entrées et les sorties qui sont actionnées. Donc ici deux entrées actionnées, pas de sortie. Voilà, et on le voit évoluer ici. Voilà. Hop. Bon, j'arrête la simulation. Voilà pour. Est-ce qu'il y a des questions sur le graph 7 ou pas? Ou est-ce que ça vous semble. Est-ce que ça vous semble suffisant? S'il y a des questions, je vais prendre avec plaisir. Alors, je vais avancer parce que c'est 52. Et si vous en avez, n'hésitez pas. Apparemment, c'est très clair, mais en tout cas, ça l'est. Ouais, d'accord. Alors, on y va maintenant, parce qu'il ne reste pas longtemps quand même. Ouvrir. Donc, on est à graph 7. On va voir un petit peu de solaire.
Voilà. Donc, l'intérêt là, ici, c'est de montrer une installation en autoconso. Et en réinjection aussi. Donc ici, 3 panneaux solaires, en fait, ça correspond à plusieurs panneaux avec onduleur intégré. Et on va voir qu'on va pouvoir régler l'ensoleillement de chaque tableau différemment. Ici, une batterie, un bloc batterie plus onduleur, comme il se vend actuellement. Et mes récepteurs, ici mon installation, un wattmètre qui permet de mesurer la puissance consommée et un wattmètre qui permet de voir ce qui se passe côté réseau. Réinjection ou pas. Donc je mets sous tension, on va faire classique. Hop, on consomme 100 watts, on consomme 100 watts, on tire au réseau 100 watts. Et ici, donc, 1000 watts. Voilà. Allez, on va mettre un peu de soleil. Ici. Donc ici, on a ce petit afficheur qui nous permet de régler l'ensoleillement. 50%, 55%, 60%. Bon, si vos panneaux sont un peu ombragés ou s'ils sont orientés différemment, on peut en avoir à l'est, au sud, un petit peu à l'ouest. Voilà, permet de faire varier pour chaque panneau l'ensoleillement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il se passe qu'ici, je vais mettre par exemple que je vais mettre que 100 watts de consommation, et on voit que ma puissance est passée négative. Ben, ça montre bien que mon installation est en train de réinjecter au réseau cette puissance de 372 watts. J'ai 100 watts utilisé ici. Alors, je pourrais rajouter un wattmètre ici qui montre ici la puissance produite. Donc, si j'augmente le soleil, par exemple celui-là, eh bien, je vois qu'ici, en haut, j'injecte au réseau plus d'énergie. Bon, mais là, je suis en train de dépenser beaucoup d'énergie, enfin de réinjecter le réseau pour rien, puisque là, je ne suis pas en revente, par exemple. Donc, je vais mettre en route ma batterie. Alors ici, ma batterie, je peux la régler. Ici, il a un chargement. Donc, je vois que je réinjecte toujours. Ben, je peux demander est-ce qu'elle se recharge un peu plus. Voilà, là, j'ai 12 watts. Bon, réinjecte 12 watts, parfait, je suis équilibre. Mes panneaux solaires me permettent d'allumer un peu de 100 watts et de recharger un peu mes batteries. Si je augmente la puissance, voilà, ben là, je m'aperçois que là, que je me mets à consommer énormément, pas énormément, mes 1000 watts, je les soutire ici. Ben, je vais utiliser ma batterie onduleur, si j'ai envie. Ou si c'est la nuit, ben voilà, je vois que ma puissance au réseau, demandée au réseau diminue. Et voilà, là, je suis arrivé au moment où ben, je suis à l'équilibre. C'est-à-dire que pratiquement, hein, j'autoconsomme tout ce que j'ai. Et en plus, donc, ici, j'utilise de l'énergie que j'avais stockée précédemment pour alimenter mes récepteurs. Et je coupe ici, hop, et automatiquement, on voit qu'on réinjecte, mais là, on fait. C'est dommage parce qu'on est en train de réinjecter l'énergie qu'on avait emmagasinée dans la batterie. Donc, ben, je passe à un chargeur. Alors, on l'a pas fait automatique, et justement pour voir ça. Hein, parce que si on le fait en automatique, ben, on va rien voir du tout. Ça va s'ajuster automatiquement. Là, ça permet de voir, avec ce réglage ici, de voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut que ma batterie se charge ou qu'elle se décharge. Voilà, tout ce côté d'une explication d'une installation solaire en autoconso. Bon, je suis allé un peu vite, là. Mais bon, c'est pour vous montrer la suite. Donc, les versions précédentes, la dernière version, on avait eu d'abord, on va en parler. Les chargeurs de voiture électriques. Voilà. Voilà. Bon, ce qui est intéressant, c'est plus les tests qu'elle fait plutôt que le chargeur lui-même dans une voiture avec son câble. Ici, ben, vous voyez un Linky. On va faire la simulation, c'est un peu vite. Hop, je suis en simulation. Alors, s'affiche sur le compteur les données, puissance, etc. Donc, j'ai toujours, là, j'ai raccordé le PE, tout va bien. Voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les bornes ne fonctionnent pas si le PE n'est pas raccordé. Et on va voir que la borne permet de voir. Donc, je branche, en cliquant, je branche la voiture. On est prêt à charger. Et ici, vous avez une vue du bouton marche, par exemple. Chargement en cours, impeccable. Si j'ai un défaut sur la voiture, défaut ventilation,
Je clique ici sur le ventilateur. Et là, défaut ventilation. Si je remets en service, un défaut communication avec la voiture, alors ça, je vous montre tous les défauts qui peuvent apparaître et qui sont normalisés. Cette section de défauts, voilà. Elle est toujours, j'ai enlevé le défaut, donc elle est prête à être remise en service. Donc, défaut communication, défaut ventilation, et puis mesure de terre, donc en permanence. Donc, si je suis en marche et que j'ai un défaut à la terre qui apparaît, voilà, défaut prise de terre. Voilà, là, il faut corriger le défaut pour que ça. Voilà, un exemple, donc, chargeur de voiture, qui permet ici de voir les différents défauts qui peuvent apparaître lorsqu'on installe, donc, et qu'il faut savoir lorsqu'on installe une prise chez un client, un chargeur. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Le dernier. Hop. Voilà, ici c'est plutôt pour illustrer voilà, un poste. Dans un poste, on peut câbler la résistance du neutre, là, donc ici, voilà, un poste. Un tableau triphasé. Et ici, c'est l'illustration de l'éclairage public. Voilà, donc j'ai 3 lampadaires, un qui représente les 3 lignes sur 3 phases, par exemple. Et puis, ils vont montrer les possibilités aussi au niveau de l'écran. Donc ici, par exemple, je vais... qu'est-ce que je vous montre? Oh non, je vais montrer plutôt, rapidement, ici, l'affichage du compteur. Voilà, je vais montrer en gros l'affichage du compteur pendant que tout ça fonctionne. Donc, hop, ici, je prends ma vue. Voilà. Je réduis mon écran. Je vais faire apparaître donc en fenêtre ici, ce qui correspond à l'affichage du compteur. Alors ici, le disjoncteur, on le voit mieux. Comme ça, on pourra voir ce qui se passe électriquement. Allez, sur l'autre vue, ici, vue 1, vue 2, hein. Ici, je vais afficher tout, vous allez voir, mon tableau. On met sous tension. Voilà. Et on voit ici donc les caractéristiques électriques de mon installation. On met le disjoncteur principal et ici les luminaires. Donc on voit que les luminaires, mon installation est équilibrée. Et donc je vois ici mes luminaires, deux luminaires phase 1, phase 2, phase 3 qui s'allument. Voilà. Et si je coupe donc. Voilà. Bon, mais c'est midi pour moi, c'est peut-être un peu tard pour nous, pour vous. Mais voilà, pour la démonstration, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, ou à nous laisser dans le chat. Merci Henri. Merci Henri pour cette magnifique présentation. Avez-vous des questions? Oui, bonjour. Vous m'écoutez? Vous m'entendez, Monsieur pardon? Amiot. Allez-y, monsieur Amiot. Ah, vous avez recoupé votre micro. Allô, allô? Oui, c'est Là, on bon. vous entend. Oui, allô? Vous m'entendez? Voilà. Donc, en fait, ma question, c'est sur la licence, parce qu'actuellement, nous, on a une ancienne version et on a notre serveur qui est sur place Oui, et on est limité, donc, du coup, à 16 ordinateurs. tout à fait. Voilà. Avec la nouvelle version, donc, si j'ai bien compris, on va être sur le cloud cette fois, le serveur va être sur le cloud. Oui, Donc, on n'est plus obligé d'être sur place pour se connecter, du coup. tout à fait. Et on va être limité à combien d'utilisateurs? Le nombre d'utilisateurs auquel vous aurez choisi de souscrire. Ça peut aller de 2 utilisateurs en licence flottante, donc on appelle ça des licences flottantes, c'est-à-dire qu'elles sont occupées à partir du moment où une instance de Schemappli est lancée. Donc si un de vos utilisateurs lance un Schemappli, ça consomme automatiquement une licence flottante. Bah, tu vas voir. Et Laetitia, regardez. Ah oui.
ça consomme automatiquement une licence flottante. Et à partir du moment où ce schéma applique est fermé, cette licence flottante est libérée pour un autre utilisateur. Donc si vous en commandez 16, vous en aurez 16. Si vous en voulez plus, vous pouvez en avoir plus. D'accord. Tout dépend du volume que vous souhaiterez commander. Et donc, bien entendu, il y a des remises qui sont calculées en fonction du volume de licence que vous allez acquérir. D'accord. À qui on s'adresse pour la souscription? À Madame Aguado, qui est Ah oui. avec Je- nous je- On aujourd'hui. connaît déjà Monsieur Amiot. Voilà, On se Oui, connaît on s'est déjà déjà eu depuis longtemps. Oui, par oui, mail, ouais, depuis au longtemps, on téléphone. s'est Tout déjà, à fait, ouais. tout à fait. voilà, je vous mets Bon. les coordonnées, les coordonnées à l'écran. Donc effectivement, vous avez la version de base de chez Maplic qu'on appelle la version premium qui est vendue avec la bibliothèque électrique, donc filaire. Et ensuite, vous pouvez ajouter donc les options tableau où vous aurez les composants tableau domestique, tableau triphasé, l'option énergétique avec les bibliothèques donc froid, clim et chauffage, et la bibliothèque pneumatique hydraulique, ainsi que la petite option Legrand qu'on vous a montré qui permet d'avoir les fiches descriptives, les données constructeurs et les photographies en haute définition des composants électriques. Voilà. Et donc vous avez effectivement des licences pour les formateurs qui vont être offertes à partir d'un certain nombre de licences commandées. Voilà. Ah, autre question. Chez Maplic, l'application, c'est sous quelle comment dire, mince, sous quelle application? C'est sur Windows Sous Windows uniquement? uniquement. Ouais, tout à fait. Alors, si vous voulez l'utiliser sur des Mac, il faudra installer une émulation Windows sur Mac, hein, qui se fait bien également, et vous pourrez l'utiliser sous Windows. Une autre chose que j'ai pas précisé sur les licences, c'est que vous pouvez aussi bien acquérir des licences sur une version donnée, c'est-à-dire par exemple vous achetez la version 8 telle qu'elle. Donc il y a des mises à jour mineures qui sont intégrées, hein, pour des corrections de bugs, etc. durant la vie de cette version 8. Par contre, le jour par exemple où on passera en version 8.5, il faudra réacquérir cette version. C'est un petit peu le même principe qu'un Word ou qu'un Office que vous achetez 2019-2022, puis après il faut racheter la version d'après. Sinon, vous avez possibilité de l'acquérir en abonnement. Donc là, c'est un abonnement Voilà, annuel qui se renouvelle en fait automatiquement tous les ans, qui du coup va coûter bien entendu bien moins cher qu'une version complète, enfin, je dirais qui est achetée de manière perpétuelle, et qui vous permet par contre d'avoir l'ensemble des mises à jour. C'est-à-dire que lorsqu'on va sortir la version 8.5, automatiquement, vous pouvez en bénéficier. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, vous pouvez demander à Denise qu'elle vous propose plusieurs devis en fonction à la fois du volume de licence, du type de licence que vous voulez, soit des licences au poste ou des licences flottantes, comme vous avez aujourd'hui, et avec une version soit par abonnement, soit en achat complet perpétuel. Ok. On s'adapte vraiment aux besoins, je dirais, et à la Bon, situation de chacun avec tout ça. bon, c'est parfait. Moi, en tout cas, Alors, autre question. je suis fan du logiciel, donc Ouais. reste à convaincre mes supérieurs pour le bienfait de cet outil, quoi. Parce que moi, franchement, moi, je le trouve super. Merci. Ça fait longtemps qu'on se connaît quand même. Ben, ça va faire un an, oui, que j'essaie de. On avait l'ancienne version, comme il n'y avait pas de mise à jour possible. Enfin, si on avait la possibilité de faire une mise à jour, mais bon, ils l'ont trouvée très, très coûteuse. Du coup, j'ai relancé parce que bon, c'est quand même très à la fois ludique, parce que nous on a des apprenants qui sont au niveau, je parle de ceux qui sont au niveau CAP, qui sont là, je dirais, pas par choix. Et du coup, bon, attirer l'attention, c'est pas toujours évident. Faire du schéma sur le papier ou même un logiciel basique, il n'y a pas cette animation qui pourrait être un petit peu plus ludique et qui pourrait les tenir en place, si je puis dire. À mon avis, c'est l'outil qui serait adapté à notre public. Et le système en abonnement, ils sont pas preneurs? Ben, j'avais pas je voulais vous demander je me rappelais plus du montant. Bah, je regarderai, je vous Vous me tiens le au courant. transmettrez? Oui, je regarderai. Ok. Alors, Alors, sachez aussi que pour le système d'abonnement, un des avantages, c'est que vous pouvez moduler aussi votre abonnement d'une année sur l'autre. C'est-à-dire si vous avez besoin
de baisser le volume de licences parce que vous vous rendez compte que vous en avez commandé 20 simultanés, puis que finalement vous utilisez pas les 20 en même temps, vous dites je préfère baisser à 18, l'année d'après on peut vous baisser à 18. Ou alors à l'inverse, bien entendu, si vous voulez augmenter, on peut également les augmenter. Donc, et les augmentations, on peut même les faire en cours de route, en cours d'année, au prorata. Voilà, donc là-dessus, vous êtes assez libre. Vous pouvez à la fin de l'année dire non, c'est bon, finalement je l'utilise même pas du tout, je souhaite résilier, et puis on résilie l'abonnement. C'est aussi un peu une souplesse qui est offerte par rapport à un achat qui effectivement peut être coûteux au pro, je dirais, d'un coup, et qui en plus peut-être correspondra pas forcément à vos besoins réels. Surtout en utilisation flottante, c'est pas toujours évident de se rendre compte finalement des besoins réels qu'on a au sein des organismes. On a rencontré en mode connexion, nous c'était en local, donc le serveur était sur place, et à partir de 5-6 utilisateurs, on commençait à avoir des bugs. Ça, il faut Là, les signaler au support pour analyse, parce que là, c'est il y a pas, en règle générale, il n'y a pas de souci lié purement au serveur. Il faut voir quels sont les types d'anomalies rencontrées spécifiquement. D'accord, bon, très bien. Ok, pas d'affolement donc. Très bien. Bon, écoutez, moi j'ai toutes mes réponses. Maintenant, je vais soumettre ma proposition à mes supérieurs et puis voir si. Je vais essayer de les convaincre pour qu'on s'y abonne au moins. Voilà, comme ça, s'ils n'en veulent plus, qu'on l'enlève l'année d'après. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je vous N'hésitez souhaite pas une non bonne plus journée. par rapport à vos supérieurs, je sais à qui je pense, mais n'hésitez pas à parler du 3CA par rapport à cela. Il y a possibilité Oui, aussi via les listes d'équipements à ce que vous puissiez avoir une aide au d'accord. financement. Ok, bon, écoutez, je note. Je note, c'est, à mon avis, ça va être une information qui va pas tomber dans un puits. Donc, du coup, bon, je pense que je vais penser à ça. Non, il faut absolument qu'on ait cet outil parce que franchement, c'est. On Je pense avance. que c'est Pour le peu que je l'ai effectivement, c'est un utilisé, outil pour le à la peu que je l'ai fois utilisé, didactique et pédagogique très tout à fait. intéressant. Tout à fait. Pour le peu que je l'ai utilisé l'année dernière, bon, on a eu ce problème de bug, mais Il franchement, fallait nous contacter quand c'est comme ça. disons que moi, c'était la première fois que je prenais contact avec l'outil. Ah. Et bon, je ne connaissais pas tous les aboutissants, les contrats, les contraintes qu'il y avait par rapport aux licences. Donc, bon, je tâtonnais en quelque sorte. Comme je venais d'arriver, je n'osais pas trop non plus forcer la main, quoi. Et du coup, non, mais franchement, moi, j'ai vu le peu que je l'ai utilisé, j'ai vu tout de suite le résultat derrière, quoi. Il n'y a pas photo. Je peux te dire, déjà, il y a la participation qui est là. Les apprenants ne sont pas inertes en quelque sorte, ils participent au travail et forcément, il y a des résultats et très vite, quoi, très vite. Et ça, c'est vraiment bien. Vous êtes toujours au CFABTP de Mérignac? Tout à fait. Ok, je suis en train de regarder. Et avec Monsieur Forge, vous pouvez pas y aller en force? Voilà, Monsieur Forge, il est pas contre. Il est pas Non, contre, non, mais je sais comme qu'il c'est aime pas- bien. Je sais qu'il aime bien chez Maplique, donc c'est pour ça que je vous dis. il est pas contre, d'autant plus que là, il y a des nouveautés avec le panneau photovoltaïque, le, Le Grave-7 le aussi, chargeur de ça. voiture, le Upset. Grave-7. Bah oui, c'est super, quoi. Donc, c'est tout de suite parlant. Et en même temps, les apprenants participent. On n'est pas juste là à exposer un tableau, même s'ils participent au tableau, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. Vous savez que vous pouvez disposer des schémas qui sont présentés là, hein. Vous pouvez les utiliser, les schémas. Oui,
Les Oui, tout à fait, avez, parce que les schémas qu'on vous présente, c'est ce que je mettais dans la conversation. Nous, il y en a une bonne partie qui sont fournis avec Schémaplique déjà. Sur le site internet, D'accord. donc vous pouvez trouver Ouais. dans la section téléchargement des thèmes d'études qui sont déjà tout faits, hein, avec des systèmes de levage, le fonctionnement d'un télérupteur, la manière de régler justement les disjoncteurs avec la sensibilité des protections. Il y a des systèmes existants, par exemple le système Habilis, qui a également été simulé directement dans Schémaplique. Donc tous les schémas ont été refaits, etc. Tous les schémas de liaison à la Terre, ils sont disponibles. Le système Neutrix a également été, présenté. Donc vous avez des fichiers zip avec des vidéos, des schémas, une fiche pédagogique, des exercices, des corrigés. Et donc ça, vous pouvez les télécharger gratuitement. La D'accord. manière d'illustrer le relèvement du facteur de puissance dans une installation, bah, vous l'avez également. Non, là, vous avez pas mal de ressources. Et puis, s'il y a des choses, comme je disais, pour la création des composants, pour les schémas, c'est pareil. Si vous manque un schéma, vous dites, vous nous envoyez au support, voilà, j'aimerais faire tel exercice. Mhm. Est-ce que vous avez un schéma là-dessus? Si on l'a, on vous l'envoie. Si on l'a pas, on vous le dit. Et puis, si on peut vous le créer, on le crée. Voilà, Oui. mais bon, faut pas hésiter. Après, bon, en règle générale, les utilisateurs aiment bien créer leur propre schéma, mais on peut vous donner des exemples sur ce qu'on a déjà en stock, hein. Comme on fait beaucoup de démos, etc., bah, forcément, des utilisateurs comme Henri produisent pas mal de schémas, donc on peut tout à fait en transmettre. Bon, bah, écoutez, c'est pas. Pour moi, en tout cas, c'est merci beaucoup, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à. On pourrait pas Bien. penser aussi j'y pense par rapport à cela, une Oui. mutualisation des schémas qui sont créés, par exemple. Il va y avoir une base de données sur lesquelles les formateurs pourraient avoir justement accès aux différents schémas créés par d'autres formateurs. Ah, ce serait bien ça. Ce serait bien si on pouvait faire ça, vu qu'on a plusieurs centres. Oui, ça, ce serait bien, ouais. Je soumets l'idée. Tout à Là, fait. je Ah, oui, soumets bien, l'idée à bien. Schématic dans un prochain développement, peut-être pour la Voilà, version très bien. 8.5. Tout à fait, tout à fait. Je le note. C'est une idée. Ouais, ça c'est une très bonne idée. Nous, on le fait déjà par rapport à nos différents centres pour justement pour nos supports, nos séquences, tout ça. Et effectivement, si on a aussi une base comme ça avec Schémaplique, ce serait super. C'est noté. Est-ce qu'il y a Est-ce d'autres qu'il y a Merci d'autres questions, beaucoup. questions? peut-être? Ah, moi, c'est bon, moi j'ai tout. J'ai tout, c'est parfait. Autre question? C'est bon. Eh bien, si c'est le cas, on va clôturer du coup le webinaire maintenant. Donc, déjà, je vous remercie tous pour votre participation et l'intérêt porté à Schémaplique. Et je vous remercie pour l'implication apportée, pour les questions pertinentes également. Je reviendrai vers vous enfin, notamment vers certains, pour leur proposer de rentrer dans l'expérimentation et voir les termes en fonction de si vous acceptez ou pas. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée à tous. Si Monsieur Van Andruel veut dire un dernier mot, et c'est possible, sinon on peut Ah, tous se quitter là. voilà, ce qui est important, c'est qu'on reste à votre écoute, hein, si vous êtes déjà client ou pour des nouveaux projets d'acquisition. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on étudie au mieux à la fois les problèmes que vous pourriez rencontrer et les opportunités d'évolution de vos versions. En tout cas, merci à tous pour votre participation et à très bientôt. À très bientôt, merci à vous. Bonne journée Bonne à journée, tous. bonne Bonne journée à tous. journée. Au revoir. Au revoir. Bonne Au revoir. journée, au revoir.